Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Métropole à l'heure de Métro News. Voici les titres à la une de ce jeudi 16 octobre 2025. Les prochaines élections se réaliseront sous l'égide de la Constitution de 1987, amendée selon le président du Conseil électoral provisoire. Jacques Desrosiers précise que le CEP travaille actuellement à l'élaboration du décret électoral et à la préparation du calendrier des scrutins. La force de répression des gangs annonce être déjà opérationnelle. Selon un communiqué publié mercredi, la transition entre la mission multinationale et la force de répression des gangs s'est déroulée sans interruption. La force indique avoir déjà mené plusieurs actions conjointes avec la PNH et les FADH, notamment dans l'Artibonite. Et puis le président américain Donald Trump a confirmé avoir autorisé la CIA à mener des opérations clandestines au Venezuela pour lutter contre le trafic de drogue et l'immigration illégale, selon des déclarations faites le 15 octobre. Cette décision, qui inclut des actions létales dans les Caraïbes et potentiellement sur le sol vénézuélien, a suscité la condamnation de Caracas, qui dénonce une violation du droit international. Bienvenue au développement des titres de l'actualité pour démarrer ce journal. Le nouveau président du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, a annoncé que les prochaines élections se dérouleront conformément à la Constitution de 1987 amendée. Il a fait cette annonce quelques jours après la suspension du référendum constitutionnel. Monsieur Desrosiers a précisé que le CEP travaille actuellement à l'élaboration du décret électoral et à la préparation du calendrier des scrutins. Jacques Desrosiers a réaffirmé la volonté de l'institution de garantir un processus électoral transparent, inclusif et conforme aux lois en vigueur. Sur la Constitution en vigueur, qui est-ce que la Constitution qui est en vigueur? C'est la Constitution 87 amendée. Donc, sur la Constitution 47 amendée, c'est le même qui est en vigueur, c'est celui que nous allons gagner pour organiser l'élection générale. Gon date annoncé, c'est officiel? Jusqu'à présent, le Conseil électoral pas combien date. Le Conseil électoral là, c'est à partir que sorti décret qui annulé le décret référendum. C'est à partir sorti arrêté qui modifie le mandat là, cela ça a commencé le travail sur le processus électoral, l'élection générale là. Ça veut dire que ça, tout ça que nous avons fait, nous avons fait dans le cadre, mettez machine en place pour référendum et élection. Maintenant, une fois qu'on a retiré le mandat référendum, on a travaillé sur l'élection générale là. Il y a un premier élément pour lancer le processus électoral là, c'est ça, un décret électoral. Donc, nous pas qu'à bailler date, ça que nous travailler sur le décret électoral. Et c'est ça depuis lundi. Vous allez prendre toute disposition pour commencer le travail sous décret électoral là. Une fois que nous sommes sur le décret électoral là, nous allons travailler sur le calendrier électoral là. Donc, nous pas qu'à une date sans que pas un décret électoral, pas un calendrier. Et c'est sur ça que le Conseil électoral a commencé le travail. Autre information, la force de répression des gangs annonce être déjà opérationnelle selon un communiqué publié mercredi sur sa chaîne WhatsApp. La transmission entre la mission multinationale et la force s'est faite sans interruption des opérations et le personnel de la mission a été intégré à la nouvelle structure pour assurer la continuité sur le terrain. Les États-Unis ont déjà livré 20 véhicules blindés, dont 5 sont déjà déployés dans l'Artibonite en signe de soutien à la nouvelle mission. À terme, la force comptera 5500 membres en uniforme et 50 employés civils avec une autonomie stratégique renforcée. Son mandat s'articule autour de 4 priorités: la lutte contre les gangs armés, la protection des infrastructures vitales, le soutien aux forces nationales et la création de climat favorable à des élections libres. Comme annoncé en titre, le président américain Donald Trump a confirmé avoir autorisé la CIA à mener des opérations clandestines au Venezuela pour lutter contre le trafic de drogue et l'immigration illégale, selon des déclarations faites le 15 octobre. Cette décision, qui inclut des actions létales dans les Caraïbes
et potentiellement sur le sol vénézuélien a suscité la condamnation de Caracas qui dénonce une violation du droit international. Des critiques aux États-Unis pointent un manque de transparence, tandis que des survols de B-52 américains au large du Venezuela accentuent les tensions. Sommes-nous à l'aube d'une escalade de la situation dans la région? L'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis va nous livrer son analyse. Maître Pierre-Antoine Louis, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Dr Barthelemy, c'est toujours un plaisir. Alors que les États-Unis pas suspendre frapper des bateaux en mer des Caraïbes, l'y accusé qui a appartenu à des narcotrafiquants vénézuéliens, le président américain a autorisé CIA justement pour le mener en série d'attaques létales au Venezuela selon le New York Times. Et en décision que Caracas protestait et les relais à la paix qui sont capables d'interpréter décision ça. Est-ce qu'il s'agit d'une lutte anti-drogue ou en manœuvre politique? Bon, moi, l'article New York Times, utiliser la CIA pour des raisons de collecte de renseignements ou bien encore pour tenter de corrompre des personnes, des officiels autour de Maduro. Bon, c'est la façon traditionnelle d'utiliser un service de renseignement pour fragiliser un régime. Tout ce qui se passe au Venezuela s'apparente plutôt à une politique de changement de régime de l'administration Trump. Cependant, le président Trump confronte pratiquement deux difficultés. La première, c'est que quand il voulait briguer un second mandat, le président Trump avait expliqué qu'il ne voulait pas engager les États-Unis dans des guerres inutiles. Et une guerre avec le Venezuela ou contre le Venezuela serait une guerre inutile. L'aile droite du mouvement MAGA souhaite que le président Trump tienne sa promesse. Donc, il a ce problème. Le second problème, c'est qu'il faut créer un subterfuge, il faut créer une raison, il faut créer quand même une justification légale pour attaquer un pays, le Venezuela, avec lequel les États-Unis n'est pas en guerre. Que M. Maduro ait violé ou non les principes démocratiques, peut-être refusant la victoire de l'opposition, n'est pas une raison valide pour les États-Unis d'attaquer le Venezuela ou d'échanger de régime au Venezuela. Le droit international n'admet pas ça. La charte de l'OEA non plus n'admet pas ça. De toute façon, si la charte de l'Organisation des États américains admettait ce genre de conduite, pourquoi le travail de changer de régime reviendrait aux États-Unis? Justement. Absolument. Donc, toutes ces opérations menées contre la drogue, et aussi l'avocat que je suis et bien d'autres juristes de façon totalement neutre, on comprend que le droit de la guerre, les conventions de Genève, n'admettent pas qu'on tue des civils comme le font les forces armées des États-Unis sous l'ordre du président Trump. Narcoterroristes ou non? Bon, si ce sont des narcoterroristes, qu'on les arrête, qu'on les traduise en justice. Il n'y a aucune raison de savoir, aucune preuve n'a été avancée en la matière. Donc, ce qui se passe là, c'est, à mon sens, une façon de trouver une justification légale face à probablement un Conseil de sécurité dont la Russie et la Chine seraient très agités. Et aussi pour l'image des États-Unis à travers le monde et l'image de M. Trump qui voulait recevoir le prix Nobel pour dire qu'il est un apôtre de la paix. Et puis on attaque un pays... Son rêve n'a pas été réalisé. Tout à fait. On attaque un pays avec lequel les États-Unis n'est pas en guerre. Donc pour moi, cette affaire de lutte contre la drogue n'est qu'un subterfuge, un stratagème, un prétexte pour changer de régime au Venezuela. Est-ce qu'on peut aller vers une confrontation directe entre les États-Unis et le Venezuela? Bon, ce n'est pas à exclure, sauf de dire que
ce serait une confrontation inégale. Et je ne vois pas comment, au niveau stratégique ou au niveau tactique, comment le Venezuela s'en sortirait face à cette puissante armada des États-Unis. Et j'ai aussi du mal à comprendre qu'il y aurait beaucoup de Vénézuéliens qui donneraient leur vie pour Maduro. Sauf si il existerait des Vénézuéliens qui croiraient que les États-Unis seraient en train d'attaquer le Venezuela, Venezuela, et non le régime de Maduro. De toute façon, pas aucune raison, l'État a violé la charte de l'OEA, l'État a violé la charte des Nations Unies, les principes de bon voisinage. Que Maduro, si Maduro sont voyous, si Maduro sont violateurs, tout comme Trump a fait des lobbies là, que un peu le monde pas d'accord. Des Américains pas d'accord, des monde d'autres pays pas d'accord, pas des monde qui va attaquer les États-Unis. Donc, je ne suis pas naïf, je connais que le monde est inégal. Jean Thucydide dit là, ok, Fabio subit, ça doit subir, et qui faut yo fait, ça doit faire. Cependant, ce n'est pas une raison. C'est ça que fait Trump a tergiversé, apparemment passé CIA à l'ordre pour mener des opérations clandestines. Pas forcément létal. Il y a tout à essayer, si il y a corrompre des gens autour des officiels autour de Maduro. À mon sens, ça a un plus bon bagage que les États-Unis allaient avec son armada et commencé à tuer les Vénézuéliens parce qu'ils voulaient mettre Maduro dehors. Un bagage que CIA a fait, il est plus clean, j'ai dit en anglais, il est plus propre, il est plus efficace, il est moins coûteux. Donc, il y a des gens qui disent ah, CIA, bon, moi-même, à mon sens, si ce que vous voulez faire, c'est éviter l'effusion de sang à une grande échelle, il est plus efficace pour utiliser CIA que pour utiliser des avions F-35. Et encore, l'armada des États-Unis, côté déjà, ils ont tiré sur 4 bateaux, presque une trentaine de personnes qui perdent l'avion. Pour qui ça? Maintenant, qui ça, ou la communauté internationale, notamment CARICOM, OEA, t'a doyé dans le ça pour essayer de désamorcer la crise là? Ok, on prend par ordre d'IO. CARICOM, rien, parce que ni le Venezuela ni les États-Unis ne sont membres de la CARICOM. Plutôt être interpellé. Bon, bien que ça se fait dans la mer méridionale des Caraïbes. Justement. Mais CARICOM, au niveau géostratégique, pesait 0 face aux États-Unis. Ok, donc, on retire l'hypothèse ça. Donc, maintenant, l'Organisation des États américains, OEA, en est interpellée. Cependant, c'est quand même les États-Unis. Je parle au directeur général OEA qui pourra même tenter de dire bon, oh là, est-ce que c'est nécessaire pour nous faire ça? Donc, par peur des États-Unis. Par peur des États-Unis, d'autant plus que le Venezuela sorti dans l'OEA. Donc, ces problèmes, ça gagne là. Maintenant, si nous arrivons à plus grande échelle au niveau international, universel des Nations Unies, le Conseil de sécurité, dont les États-Unis est membre permanent, en est interpellé. Parce que le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies accorde au Conseil de sécurité le mandat de veiller à ce que la paix et la sécurité règnent dans le monde. Or que les États-Unis, membres permanents du Conseil de sécurité, ou encore la Russie en Ukraine, membres permanents du Conseil de sécurité, sont des facteurs de troubles, sont des facteurs de nuisance à la paix et à la sécurité nationale. Donc, on dit les États-Unis font action, la Chine et la Russie fâchées, on mène devant le Conseil là. Si tu as une résolution juste pour embarrasser les États-Unis n'ont pas appuyé veto. Et puis, il ne va pas passer. Donc, ou gagne un conseil, côté membre permanent, juge et jury en même temps, il a décidé du sort du monde. C'est une raison fait. Le conseil là méritait une réforme profonde. Mais, de temps en temps, après, comme pour la résolution 2793 autorisant la force de répression des gangs en Haïti, Chinois et Russes pas réellement d'accord, mais pour la crédibilité du Conseil, ils ont abstenu, ils ont fait Pakistan abstenu avec eux pour pas isoler au Conseil, et puis ils ont quitté le passé. Donc, mais dans le cas des États-Unis, c'est difficile. C'est difficile et impossible. Okay. Qui ça a fait? Ils ont fait un bagage, un coup d'éclat pour essayer isoler les États-Unis, puis essayer de faire les États-Unis paraître l'aide. Mais, j'aime dire là, les faibles subissent ce qu'ils doivent subir
et les puissants font ce qu'ils doivent faire. Je pense que c'est une grande citation et qui mène beaucoup à la réflexion. Avant de partir parlant d'Haïti, est-ce qu'on escalade capable, qui conséquences, même indirectes, que ça a gagné sur Haïti? Bon, en principe, le Venezuela a la plus grande réserve de pétrole dans le monde, sauf que pour le moment, le plus grand producteur de pétrole dans le monde, c'est au fait les États-Unis. Donc, le Venezuela n'a pas produit autant que le produit encore. Une certaine stabilité du prix du pétrole. L'Arabie Saoudite récemment a annoncé qu'elle a augmenté la production. OPEC contingent divisé. Donc, ça, on est capable de peut-être ça a un effet sur le prix du pétrole. Mais pas vraiment parce que c'est un bagage qui est localisé. La Russie et la Chine ne peuvent pas le goûter pour le Venezuela. Ils ne peuvent pas faire des tergiversations, ils ne peuvent pas condamner les États-Unis. Mais pour Haïti, bon, écoutez, c'est business as usual. Par contre, mon bagage qui est dans la tête, même à penser que. On pas penser que avant pas perdre du fil idéal, on pas penser que la Russie avec la Chine, même genre dicton un deal, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Moi, je crois que les États-Unis, la Chine et la Russie, pas forcément ennemis, mais ce sont plutôt des compétiteurs, pas vrai? Ils n'ont pas ennemis à telle enseigne que pendant la guerre froide, l'Union soviétique mettait des missiles nucléaires à Cuba, et puis les États-Unis, le président Kennedy, t'a dit niet, il faut retirer les missiles, et puis la Russie, bon, décidé de ne pas avoir un problème avec les États-Unis pour Cuba, et puis retirer les missiles. Donc c'est le même cas de figure là, pas vraiment, non pas même là, parce que Cuba a une alliance avec l'Union soviétique, côté que Venezuela n'a pas la même alliance militaire là avec la Chine et la Russie. Donc la Chine et la Russie, pour regarder dans l'arrière-cour des États-Unis pour qu'ils ne soient pas rentrés dans le ça. Mais la Russie a expliqué que, bon, Américains hypocrites, nous avons frontière avec l'Ukraine, nous estimons qu'une partie de l'Ukraine, c'est pour nous lier à l'est de l'Ukraine. Et puis, qu'on y a là, et garder travail les États-Unis, Chinois vont dire ouais, Taïwan c'est pour nous les gars ça passé, Venezuela n'a pas gagné pour nous avec les États-Unis. Donc ça tout est capable de bailler une carte blanche à la Chine pour l'attaquer Taïwan. Donc mais pour Haïti encore, bon, Taïwan va exister encore, Haïti est obligé à établir une relation avec la République populaire de Chine. Et le pas besoin rien pour lui parce que Taïwan va exister encore. Par contre, si Haïti Kounia a changé l'allégeance, il négocie avec la Chine. La plus facile pour nous jouer nos bagailles. Même Jean Dominicain ont été joints, Jamaïque été joints, El Salvador et Honduras. Mais si les États-Unis attaquaient le Venezuela, mais ça dans la tête moyen, sous Haïti, directement, ou descendre directement vers le sud, right? Côté Okaï à Jacmel, sous Okaï, directement au privé, Colombie. OK? Sous Soti Bozon Jacmel, Bozon Saint-Louis du Sud, ou descendre au privé Venezuela. Donc, Haïti dans la zone, et bon, son petit bagage tout coûte pour les États-Unis, vous voyez, quelques hélicoptères de combat. Et puis, résoudre le problème gang terroriste qui a fait causer problème là, qui a causé problème pour les États-Unis avec des crimes transnationaux et le trafic de stupéfiants. Donc, si peut-être les États-Unis, pendant ça fait là, Trump tout profite, il dit, ouais, il y a un problème en Haïti là-bas, ça en on va essayer de gérer ça. Bon, peut-être que ça va arriver tout. Bon, peut-être que tout. Les États-Unis ont utilisé la CIA de façon clandestine pour résoudre le problème ça tout. Mais ça, c'est Pierre-Antoine Lucas Prévé, réellement pas well, parce que pour les États-Unis, en jeu a beaucoup de détails pour le faire ça, moi-même, ma pensée là. Pierre-Antoine Louis, merci infiniment pour l'éclairage. Merci encore. C'est toujours un plaisir, Dr Barthélemy. Merci encore, Maître Pierre-Antoine. Voilà donc l'analyse de Maître Pierre-Antoine Louis. Il est avec nous pour nous faire comprendre, pour nous aider à mieux comprendre les tensions qui s'accélèrent entre le Venezuela et les États-Unis. Merci de votre fidélité à Métro News. La coalition des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie réclame le départ du Conseil présidentiel de transition. Selon les membres de la structure, la gouvernance actuelle est incohérente, irresponsable, entre autres, souligne le secrétaire général Jocelyn Edno. La Coripade plaide en faveur d'une proposition novatrice et rassembleuse qui offre au peuple haïtien une sortie de crise pluridimensionnelle. Un reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La coalition des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie a présenté officiellement
Le rapport consensuel relatif à une proposition novatrice et rassembleuse qui offre au peuple haïtien une nouvelle proposition de sortie de crise pluridisciplinaire, explique le secrétaire général de la structure, Jocelyn Edno. Oui, nous voyons proposition nous bail KPT a déjà yo revisé et nous-mêmes nous croyons si yo sérieux yo voulez pour payer sortir dans sacrière yo même yo ta doué commencer engager tout le monde dans direction côté d'aller parce que nous demander pour yo même yo capable choisir un premier ministre qui pour permettre que gagner un regroupement toute parti politique, toute société civile rencontrer ensemble pour nous capables de choisir étant que peuple haïtien président qui pourra faire transition et premier ministre. Nous baillons des formations si eux-mêmes n'ont pas choisi aller dans la direction ça, nous-mêmes nous pas responsables. Cette organisation sociopolitique qui a organisé le 27 juin dernier une assise nationale pour discuter autour de la situation de crise qui ronge le pays, notamment la crise sociopolitique, analyse le processus de transition en cours et évalue la pertinence des différentes propositions, poursuit M. Edno. Nous clairs son réalité. Élection, c'est un bagage qui son processus que lié. C'est bon bagage qui a fait dans pressé. Il faut que gagne des structures en place. Nous connaissons que Conseil électoral permanent a un gros travail pour le faire parce que Bédio pour préparer, Bekio pour préparer. Donc certainement, yo voulez faire un bagage pressé. Nous-mêmes nous pas voulons entrer dans la logique supporter aucun bagage pressé. Nous croyons que le pays dans la crise que nous traversée là, il faut que nous soyons capables de stabilité premièrement, sécuritaire. Selon les constats et analyses de cette structure, Corepad, la gouvernance actuelle de la transition est incohérente, exclusive, irrégulière et irresponsable, insiste le secrétaire général Jocelyn Edno. Parlons à présent santé. Le ministère de la Santé publique et de la Population a recensé 112 cas suspects de choléra, dont 10 confirmés durant la 40e semaine épidémiologique de l'année. 2 décès communautaires ont été enregistrés sans aucun décès institutionnel. Les zones rouges incluent les communes de Delma, Cité-Soleil et Pétionville. Le MSPP dit mener avec la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, d'INEPA et ses partenaires, des interventions dans 13 localités, décontamination de 233 espaces, distribution d'aquatab, traitement d'eau, campagne de sensibilisation et prise en charge médicale. Toujours dans ce chapitre, les autorités sanitaires ont commémoré ce jeudi 16 octobre la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Chaque année, plusieurs centaines de nouveaux cas sont diagnostiqués en Haïti, avec plus de 1355 cas recensés selon les données mises à jour en février. Le taux de survie demeure toutefois relativement faible. À l'occasion de cette journée, le MSPP a réaffirmé son engagement à soutenir les femmes atteintes de cette maladie et à leur garantir un accès équitable aux soins et aux services de santé. Un reportage signé Garbijan et Guy Trichoisi. Le cancer du sein est l'une des principales causes de décès chez la femme dans le monde. Les Haïtiennes ne font pas exception alors que le système de santé national est encore rudimentaire. C'est autour de cette note de rappel qu'a lieu la célébration de la Journée mondiale contre le cancer du sein au ministère de la Santé publique. L'occasion pour le ministre, Bertrand Sinal, d'exprimer ses inquiétudes concernant les jeunes filles de 14 et 15 ans qui elles aussi ne sont pas épargnées par cette maladie mortelle. Expérience personnellement, 23 petits moun qui fait cancer du sein. Une 14 ans, une 15 ans, une 16 ans. Chaque 16 ans, d'accompagner la Cuba, je ne vais pas faire un boulot, le tourner, mourir 2 semaines après. Mais son vie, pas rien qu'à remplacer. Moi, je souhaitais que le problème cancer, c'est ça, nous faisons recherche sur lui. Est-ce que c'est ça, Timoun a pensé, qui s'est passé? Nous ne pouvons jamais connaître Timoun 14, 15 ans, 16 ans fait cancer du sein. Ça veut dire qu'il faut une commission de recherche qu'on a cherché, qu'on est chaque bâtiment de ça.
Face aux données très alarmantes, dont plus de 1355 cas diagnostiqués, le conseiller président, Louis-Gérald Gilles, met en avant les réponses du gouvernement. Chargé des questions de santé au sein du CPT, il jure de doter le Grand Sud d'un institut d'oncologie pour venir en aide aux patients souffrant du cancer. Nous allons démarrer l'Institut national oncologie. Et même, comme je n'ai pas encore discuté de ce coordonnateur avec le ministre Sinal Bertrand, nous avons même choisi un coordonnateur devant gérer l'Institut national oncologie. Il est là présent. C'est le docteur Claude Surena qui va permettre la rencontre avec les entrepreneurs internationaux de Cuba, les Cubains, qui promettent nous des aides au niveau de la Pologne. J'ai oublié. La Pologne aussi, le Mexique, le Brésil, Taïwan, Chili, ils vont aider nous pour mettre sous pied l'Institut national oncologique. Pour le représentant de l'Organisation panaméricaine de la santé et l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Oscar Bereneche, cette journée est symbolique et marque l'engagement des ONG à sauver des vies en facilitant un accès équitable aux soins. Depuis 2021, l'OMS, à travers l'Initiative mondiale contre le cancer, œuvre à la réduction de la mortalité liée à la maladie. À travers le Global Breast Cancer Initiative, l'OMS et l'OPS travaillent avec les pays des Amériques pour réduire la mortalité liée au cancer du sein de 2,5% par an, soit près d'un demi-million de vies sauvées d'ici l'année 2040. Cette année, le thème choisi par le MSPP, Pibonès et Grand Matin, Alfetessou, encourage vivement le dépistage, un mécanisme de prévention qui tend à réduire le taux de mortalité. Selon les spécialistes, lorsque le cancer du sein est détecté assez tôt, la patiente a plus de 90% de chances de survivre. Pour refermer la page nationale de Métro News, des employés et collaborateurs de Robert Denis dit Bobby, décédé le 14 octobre, ont témoigné de l'immensité de cette perte. Ingénieur du son, figure emblématique de la presse haïtienne et de la musique, Robert Denis a laissé derrière lui un grand héritage, soulignent certains de ses employés rencontrés à Canal Bleu, station dont il a fondé. Certains d'entre eux appellent à garder vivant sa mémoire en appliquant un ensemble de valeurs dont il a toujours prôné le long de sa vie, ont-ils fait savoir. Un reportage de Réti Fortuné et de Guy Trichoisi. Une ambiance de grande émotion règne dans l'enceinte de Canal Bleu. Cette chaise vide remarquée à l'entrée est celle sur laquelle Robert Denis prenait place habituellement pour échanger avec ses employés. Ce n'est pas sans tristesse qu'il s'exprime plus de 24 heures après son décès, survenu le mardi 14 octobre 2025. C'est le cas de Johanna César qui parle de sa disparition. La mort de Gémoin est vraiment choquée. Et c'est pas parce que c'était directeur et puis c'est tout, non. C'est parce que c'était un monde et gens de monde ça yo ou pas joindre avec yo facile. Et Robert Denis, comment pile monde connaît et ils font pile bagaille, mais pour nous-mêmes dans Canal Bleu, c'est un papa que était pour nous. Fondateur du studio d'enregistrement Audiothèque, l'un des plus réputés du pays, Bobby Denis a contribué à la production et à la promotion de nombreux artistes haïtiens. Sa passion pour la musique et son professionnalisme ont marqué plusieurs générations d'acteurs du secteur culturel. D'aucuns préfèrent garder en tête les valeurs prônées par cette figure emblématique des médias et de la musique haïtienne. Mon cher, je pense que le premier bagage Robert Denis qui était pour nous, c'est sagesse là. Et il est très difficile pour attaquer Robert Denis pour le lever tête garder ou même qui employé lui-même qui directeur là. Si vous t'as fait bruit ou après monsieur et calmer ou monsieur relo à côté le dit pour pas obliger faire bruit pose n'a bon ça c'est ça ouais ça c'était mot de passe li n'a bon. Durant son passage à Télémax dont il fut fondateur jusqu'à Radio Télécanal Bleu qu'il a aussi créé, Thomas l'a toujours accompagné dans ses aventures. Alors qu'il peine à réaliser que Bobby est mort, il revient sur le choc provoqué par cette nouvelle. Sur chaîne maintenant on dit M. Denis, l'on avec M. Denis dans l'école, oui. C'est étape par étape, ça va avancer. Ou tu es dans la caméra, ça, en dernier, à venir dans le micro. Je dis dans le micro, dans l'autre bagaille. Il ne va pas quitter dans son soirée. Passer sur l'école. C'est ligne aller, mon cher, nous pas coup.
pour moi-même, j'ai 31 ans avec monsieur, mais je suis à l'école, je dis ça avec monsieur. Mais monsieur allé, dans ces circonstances, je n'ai pas de pensée. Des personnalités de secteurs divers ont salué le départ de celui qui est considéré comme un monstre de l'audiovisuel en Haïti. La direction générale du Conseil national des télécommunications, Conatel, dit avoir appris son décès avec beaucoup de tristesse. Le Conseil présidentiel de transition, l'ambassade américaine en Haïti, l'orchestre Tropicana d'Haïti, entre autres, ont tous salué la mémoire de l'ancien président de l'Association nationale des médias haïtiens. Télémax, c'est clair, c'est la 5. Les prochaines élections se réaliseront sous l'égide de la Constitution de 1987 amendée, selon le président du Conseil électoral provisoire. Jacques Desrosiers précise que le CEP travaille actuellement à l'élaboration du décret électoral et à la préparation du calendrier des scrutins. La force de répression des gangs annonce être déjà opérationnelle. Selon un communiqué publié mercredi, la transition entre la mission multinationale et la force de répression des gangs s'est déroulée sans interruption. La force indique avoir déjà mené plusieurs actions conjointes avec la PNH et les FADH, notamment dans l'Artibonite. Et puis le président américain Donald Trump a confirmé avoir autorisé la CIA à mener des opérations clandestines au Venezuela pour lutter contre le trafic de drogue et l'immigration illégale, selon des déclarations faites le 15 octobre. Cette décision, qui inclut des actions létales dans les Caraïbes et potentiellement sur le sol vénézuélien, a suscité la condamnation de Caracas, qui dénonce une violation du droit international. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. Demain, 17 octobre, nous rappelle l'assassinat de l'empereur Jacques Ier. Que cet assassinat nous rappelle le grand devoir de notre père de l'indépendance et nous conduise sur le chemin pour un avenir plus stable et plus radieux en Haïti. Bonsoir et bon week-end à tous.